n'est-elle pas venue pour la RDC de repenser ses relations avec certains de ses voisins ou encore de ses partenaires? Parce que, au regard du comportement affiché par ceux, pour la plupart, que nous considérons comme étant des pays amis et frères, il y a lieu de se demander si réellement le partenaire de la RDC et ses voisins sont réellement sincères au regard de cette grande nation qui s'est toujours montrée hospitalière, ouverte à des relations, à des partenariats. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que, évidemment, le récent déplacement du président rwandais Paul Kagame, le président congolais Denis Sassou Nguesso au Rwanda, ce déplacement a fait couler beaucoup d'encre et de salive au regard de la posture affichée par ces derniers, surtout ces éloges à l'endroit du président rwandais, dont le rôle joué dans la déstabilisation de la RDC n'est plus à démontrer, mais que Denis Sassou Nguesso qualifie comme étant un pacificateur. Il a dit, en ses propres termes, il dit, le président Paul Kagame et son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et la sécurité en Afrique. On se demande de quelle paix parle-t-on? Bienvenue sur ce plateau du duel, madame, monsieur. Si vous nous suivez depuis l'étranger, sachez que nous émettons depuis la capitale de la République démocratique du Congo, cette grande ville avec plus de 12 millions d'habitants qui va, dans 2 jours, accueillir le plus grand événement, le plus grand événement de l'histoire, c'est-à-dire la 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux qui vont attirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de délégations déjà sur Kinshasa. En passant, nous saluons la dextérité des équipes qui sont à pied d'œuvre pour la réussite de ces grands événements. Ce n'est pas Maître Freddy Momba qui va me contredire. Bonjour et bienvenue. Cher Morgan, et merci de l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles de vie, d'autant plus qu'il a dit dans les Saintes Écritures, là nous sommes dans Jean 6, 35, que Jésus-Christ leur dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous comprenez, c'est comme ça que nous restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons qu'en nous attachant à lui, nous n'aurons pas faim, nous n'aurons pas aussi soif, parce qu'il est la source intarissable et précieuse. Très bien. Donc, à chaque fois que vous serez sur ce plateau, nos téléspectateurs devront s'attendre à un passage. Oui, bien entendu. Une exhortation. Parce que en fait, ce pays a besoin de ça pour que nous puissions sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup. Pour sortir de l'ornière, il va falloir que nous puissions quelque part aussi nous remettre entre les mains de Dieu. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Et je suis aussi très heureux de retrouver un vieux ami, un ami, un collègue avec qui j'ai étudié à la grande et magnifique faculté des droits de l'université de Lubumbashi, qui est avec moi sur ces plateaux. Maître Passy, je suis très heureux. C'est la première fois qu'on partage le même plateau. Même si on a fait beaucoup de choses ensemble à l'université de Lubumbashi. Ce n'est pas Gilbert Kishiba Fitou, qui est le recteur de l'université de Lubumbashi, qui va me contredire sur ce plateau. On va en parler. Donc j'espère que le débat d'aujourd'hui sera un débat intéressant. Et les téléspectateurs seront édifiés, vraiment édifiés malheureusement, les réflexions qui seront développées sur ces plateaux. Malheureusement, voilà, donc, ceux-là qui étaient censés être vos co-débatteurs, c'est-à-dire le camp FCC et Nouvel Élan, se sont excusés en dernière minute. Il y a India Omari qui devrait être sur ces plateaux et Focas Kukelemena de Nouvel Élan qui s'est lui aussi excusé parce qu'il a été rappelé à la CENI. On comprend qu'il y a toujours des contretemps. Ils ont pris la poudre d'escampette. Non, parfois indépendamment même de leur bonne volonté d'être ici. J'étais en train de parler de relations diplomatiques de la RDC et ses pays voisins. On voit aujourd'hui le pays, la sous-région, la plupart ne sont pas sincères avec la RDC. Ça, c'est ce que beaucoup sont en train de penser aujourd'hui. Du fait qu'on a vu la posture, je l'ai annoncé ici tout à l'heure, affichée par le président congolais, Denis Sassou Nguesso, aux côtés de Paul Kagame, à qui il fait des éloges pour lui
Paul Kagame, c'est un pacificateur. Il a contribué pour que l'Afrique soit en sécurité et en paix. Mais quand on voit ce qui se passe dans l'Est, qui n'est plus à démontrer, d'ailleurs, le récent procès de Mongashushu en dit long. Lorsque Mongashushu dit qu'il a été contacté par James Kabarebe, qui est un officiel rwandais, et on essaie de comprendre les liens ou la paix, de quelle paix parle-t-on par le président Brazzaville. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de repenser nos relations diplomatiques? Bon, je pense que j'analyse cela sous deux angles. Comme Congolais, sous le prisme d'un Congolais, bien sûr, je peux être offusqué. Très bien. Parce que l'image que moi j'ai de Kagame, c'est qu'il s'agit d'une personne qui est peut-être assimilée à un vampire. Ouais, il y a les sangs de nos compatriotes qui coulent dans la partie orientale de notre pays, et tout ce qu'il pose comme action sulfureuse dans la partie orientale de notre pays. C'est un homme à réputation sulfureuse par rapport aux Congolais, mais je pense que s'il faut que j'analyse sous l'autre prisme, il faut comprendre que la France, depuis un temps, est en train de faire les yeux doux, n'est-ce pas, au Rwanda. Ils sont même allés jusqu'à signer une coopération. Ils ont une coopération militaire il y a une coopération militaire entre le Rwanda et la France. Est-ce que cela justifie comme vous le savez bien, vous devez savoir que ce que le Rwanda a fait au Mozambique, il a fait en faveur des Français. Comme vous le savez bien, la cheville ouvrière de l'économie française, c'est Total. C'est Total, on comprend très bien avec le pétrole. Contribue beaucoup à l'économie française. Voilà. Ce qui fait que Total, qui a toujours entretenu en fait les régimes du Congo-Brazzaville, c'est ce même Total-là que le Rwanda a aidé au Mozambique. Très bien. Parce que si le Rwanda a déployé ses forces au Mozambique, c'était pour se préserver justement les intérêts français. Donc, autant dire que ceux qui condamnent les propos de Denis Sassou Nguesso, c'est tout à fait normal. Doivent comprendre qu'entre États, ce sont les intérêts. Il y a une consubstantialité entre là où il y a les intérêts de Sassou pour sauvegarder son pouvoir et ce que Kagame a fait au niveau du Mozambique. Merci beaucoup. Et ce que Kagame fait également au niveau de la Centrafrique, c'est un peu compliqué. Maître Freddy. Parce que là-bas, comme vous le savez bien, les Français sont en train de faire un effort pour récupérer leurs intérêts là, qui sont depuis un temps entre les mains de Wagner et tout cela. Donc, en tant qu'un État indépendant, ils sont libres de collaborer avec qui ils veulent. Merci. Mais pour nous, nous voyons ça mal parce que nous estimons qu'il s'agit d'un autre bourreau. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu Maître ça. Passy, bienvenue. Je vous ai souhaité tout à l'heure, vous étiez un peu légèrement en retard. Oui. Vous êtes excusé. Alors, vous êtes le bienvenu sur ces plateaux du duel. On a suivi tous, pour la plupart des Congolais, c'est vraiment une insulte à l'endroit de ces peuples qui s'est toujours montré amis au Congo-Brazza. Aujourd'hui, entendre le président congolais dire que Paul Kagame a beaucoup contribué, lui et son peuple, à la paix et à la sécurité en Afrique. On se demande de quelle paix parle-t-on. Mais lorsqu'on entend votre confrère, entre États, ce sont les intérêts, on n'a pas à s'offusquer. Ce sont les intérêts qu'il est en train de défendre, on n'a pas à se plaindre pour ça. Bien, d'emblée, je rends hommage à Freddy. Freddy, c'est une vieille amitié. Il faut dire que c'est pour moi de le retrouver en bonne santé. Je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment. Parce que le souffle de vie coûte extrêmement cher. Ça, les jours où Dieu va l'arracher à Kagame, nous allons fêter. C'est trop fort ça. Alors je dis que je vais me servir des propos de Freddy comme un tremplin expressif. En ce sens qu'il a fait une très bonne liaison tout à l'heure. Alors ce qu'il a établi là, ça s'appelle en relation internationale les effets de la diplomatie privatisée. C'est-à-dire la société mondialisée dans sa connotation actuelle. Elle est caractérisée par le fait que tout bouge et tout ne cessera de bouger, par la suite des intérêts des États puissants et des entreprises multinationales. Pourquoi j'atterris par entreprise multinationale? Vous vous rappellerez que Sassou est revenu au pouvoir au nom de Total. Ok. Par la simple erreur, je ne sais pas, de stratégie, pourtant c'était une décision souveraine
de Pascal Lissouba, paix à son âme, de pouvoir conclure un nouveau partenariat d'exploitation pétrolière. Il faut dire que le pétrole de Pointe-Noire est un pétrole riche. C'est parmi les top 1 de pétrole au monde. Pourquoi on l'appelle pétrole offshore continental. Et Texaco, Exxon, qui sont des multinationales anglo-saxonnes pour la plupart avec des têtes aux États-Unis, avaient estimé que l'on pouvait tenter d'avoir le pétrole offshore continental de Pointe-Noire. Et pendant que je vous parle, quand vous êtes à Pointe-Noire, le navire militaire qui est là, il n'est pas français. Il est américain. Et je vous dis, pour cette question-là, Chirac et le numéro 1 de Total ont tapé Taloche sur table, appelant Lissouba pour lui dire: tu viens de commettre une erreur monumentale. Pour cette erreur, nous allons te chasser du pouvoir. Pourtant, un président démocratiquement élu. Wow. Voyez-vous, ça veut dire autrement dit que chaque pays a ses enjeux. Chaque pays a son état géostratégique. Il faut dire que celui du Congo est énorme. Sur le plan géostratégique des pays du monde, le Congo a le même rang de la géostratégie que la Chine, le Brésil, la Russie, pourquoi est-ce qu'on Mexique, pas à les États-Unis. On n'arrive pas à se faire respecter. Alors, avant que j'en arrive au respect dont vous parlez, je voudrais arriver à la rencontre entre Sassou et Kagame. Ma première lecture, lorsqu'on était en train de vêtir Kagame d'un médaillon, qu'est-ce que je dis, Sassou d'un médaillon, il y a cette image-là. J'ai vite pensé à une espèce de solidarité maçonnique. J'ai vite pensé à une solidarité maçonnique. Puisque la franc-maçonnerie est sanguinocrate. La franc-maçonnerie vit du sang au nom des intérêts. Alors, Kagame s'était rendu compte que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le Rwanda est en difficulté. Je cite: chute économique de 56%. J'ai suivi le compatriote Bitakwira raconter des choses, mais c'était pas faux, c'était vrai. Pour vous dire que... Je vous signale d'ailleurs qu'il est assigné. Il y a un procès contre lui, une plainte plutôt contre lui, parce qu'on estime qu'il a tenu des propos haineux contre un peuple, contre une communauté. C'est pas quand même tolérable. Bien, écoutez, je vais y arriver en disant que il est vrai qu'en ce jour, ça fait au moins 6 mois, dans l'armée, dans la police, dans la fonction publique au Rwanda, ils enregistrent des impayements. Je tiens à signaler que l'on présentait le Rwanda comme un pays suffisamment évolué dans la région de Grand Lac, dans lesquelles universités, même un syllabus ne pouvait pas être vendu. Mais en ce jour, l'on vous a dit que les syllabus commencent à se vendre au Rwanda. Tout ça pourquoi? Puisque Chilombo, étant arrivé au pouvoir, a priori, il consacre le pays entre les mains des dieux. Deuxième des choses, il se rend compte que le cancer qui a gangréné l'envol de ce pays, c'est a priori le Rwanda, pour lequel, sale besoin disais-je, nous avons enregistré en ce jour environ 10 millions de morts. C'est pas chose facile. C'est toute la population belge en 2013. 10 millions de morts. 10 millions de morts, ça peut vous faire 4 petites nations dans certains pays européens. Le Congo-Brazza en compte 3 millions. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que on a tué 3 fois et demi le Congo-Brazza, chez nous, à l'Est. Et donc, le fait pour Sassou de s'être engagé au nom d'un courtier qu'ils ont mis ensemble qui s'appelle Total, au nom du fait que avant cette rencontre, il y a des hectares qui ont été vendus au Rwanda dans l'objectif agro-pastoral, me semble-t-il. Et aujourd'hui, on a accordé la liberté de visa aux Rwandais à pouvoir entrer au Congo. Sans visa, et pourtant, Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées du monde. Et donc, il est revenu à nous de pouvoir nous réveiller, de comprendre que désormais, le Congo-Brazza, non seulement que c'est un Congo frère, mais le Congo frère commence à glisser jour après jour vers le diapason des nations ennemies de la RDC. Comment? Puisque c'est par un canot rapide que l'on atteint Brazzaville. Voilà pourquoi, attendez, je vais vous poser une question. Vous avez fait une belle analyse. Vous avez présenté les choses telles qu'elles doivent être comprises.
Mais ce qu'on veut savoir aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont-ils, quand je parle des Congolais, je vois les dirigeants congolais, est-ce qu'ils sont-ils distraits? Est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'entre États, il n'y a pas de confrérie ou encore de fraternité? C'est plutôt une question liée à des intérêts. Parce que lorsque nous rentrons dans l'histoire, nous verrons que c'est beaucoup plus la RDC qui a toujours été un peu maltraitée dans ces genres de relations. On se souviendra de l'opération Bata Mukolo, ce qui n'a jamais été le cas ici à Kinshasa pour le Brazzavillois vivant ici. Bien, je dis que il y a toujours quelque chose qui me met mal à l'aise chez vous. C'est quand vous posez des questions comme dans une doctrine congolo-pessimiste, disait Mulumbalu Kojala CNS, du zaïro-pessimiste ou pessimisme. Mais vous voulez qu'on le pose comment? C'est une inquiétude d'un Congolais avant tout qui veut savoir. Mais on n'a pas de dirigeants distraits, mon frère. C'est une question. Est-ce qu'ils sont distraits ou ils ont... Voici la preuve qui atteste que nous n'avons pas de dirigeants distraits. Voilà. Fachi vient d'échanger de mission diplomatique à Brazzaville. Vous savez pourquoi? Mais vous ne le savez pas. Ouais, deuxième des choses, j'ajoute, puisque je prends son pêle-mêle pour éviter, je m'évite la diachronie à volonté. Mais je dis que comment on peut avoir des dirigeants distraits cependant que les plaintes de Kagame sont dues au fait que nous avons décrété l'état de siège dans 2 provinces, lesquelles provinces étaient des cantines pour le Rwanda. Très bien. Alors, puisque vous avez parlé de Bitakwira, j'ai dit que je voudrais finir par là. D'abord, Bitakwira, avant qu'il ne soit pris d'assaut par des discours de personnalités occidentales ou étrangères, nous devons nous rendre compte que nous devons témoigner solidarité à un fils du pays. Ce n'est pas puisqu'il est Mufuliro qu'un Muyombe peut se refuser de témoigner solidarité à Bitakwira. Ce n'est pas puisqu'il est Mufuliro qu'un Mouchi peut refuser de témoigner solidarité à Bitakwira. Il a le soutien de tous les Congolais. Voilà, il s'agit d'une question de la nation. Je me rabats sur les propos de Lumumba dans une de ses épopées. Je vous signale que Lumumba était formidable. Il écrivait beaucoup en Banzangungu, Kamitatu, Massamba. Récupère quelques de ses écrits dans lesquels Lumumba couche par écrit dans une de ses épopées. Je prends un paragraphe, il dit que le Congo ira de l'avant les jours où les Congolais créeront leur propre histoire, les jours où ils vont se débarrasser de leurs ennemis intérieurs et extérieurs. N'est-ce pas ça le combat que nous avons aujourd'hui? Tant que nous avons identifié des ennemis intérieurs, tant que nous avons déjà identifié des ennemis extérieurs, eh bien, Ikampico, en ce sens que nous puissions faire un nettoyage en interne des ennemis intérieurs. Quand je dis ennemis intérieurs, je peux te dire que le tribalisme est un ennemi intérieur. La corruption est un ennemi intérieur. Donc, il ne faudra pas que les gens prennent mes propos d'ennemis intérieurs simplement en termes d'en faire ennemi ab hominem, alors que les ennemis intérieurs dont il est question, il y en a physique et métaphysique. Et donc, Bitakwira a droit d'aller répondre en justice. Il a aussi droit de se faire assister. Mais je rappelle ici qu'il est des personnalités, même mondiales, qui ont eu à écrire. Je n'ai jamais appris qu'on a fait un procès à Pierre Payan. Je n'ai jamais appris. Pierre Payan est le père de Charles Onana. Je n'ai jamais appris qu'on a fait un procès à Charles Onana pour avoir déballé de vérité. Congolais. Je vous signale que les Ndaïchimiens et autres qui sont rwandais, et certains pasteurs sont en train de déclarer ce genre d'histoire par rapport à toutes ces questions. Merci beaucoup. Je pense que le fait de déposer plainte contre Bitakwira court le risque de ressembler à ce qu'on appelle Kobomamoto na pétrole, dans ce sens-là. Maître Freddy Mwamba, je vais vous lire un extrait. Il y a une dame, elle est ex-ministre de sport, non, de la jeunesse et environnement du Congo-Brazza. Elle dit ceci, je cite, en clair, le texte est long, j'ai choisi un paragraphe. Elle dit en clair, le président Denis Sassou Nguesso n'a des comptes à rendre à quelques dirigeants de ces pays, dit-on, grands, entre guillemets, du moins en apparence et en mépris, mais incompétents dans leur prérogative de garantir la souveraineté de leur territoire national. Alors,
Je vais reformuler ma question. Est-ce que les dirigeants congolais ont vraiment pris au sérieux cette question de relation entre États que l'on considère ou que l'on a toujours considéré comme États amis? Est-ce qu'ils prennent au sérieux cette question? Donc, moi, je pense que les dirigeants de la République démocratique du Congo prennent au sérieux cette question. C'est une question très, très délicate, une question très sensible. Je pense que la problématique de la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, ou bien même sur l'étendue du territoire national, est une question qui préoccupe, ça fait partie des questions existentielles, des questions vitales, qui sont même prioritaires aussi pour le gouvernement actuel, notamment le président de la République et les chefs de l'exécutif, d'autant plus que le président de la République, comme vous le savez bien, est en train de faire de pied et de main pour faire en sorte que notre armée puisse monter en puissance. Vous avez vu la plus grande réforme que nous connaissons, c'est qui arc-boute même les changements, cette transformation qu'il y a au niveau de notre armée, c'est d'abord la loi sur la programmation militaire. Cette loi sur la programmation militaire est une grande réforme qui va faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, avoir véritablement une armée dissuasive, parce que si les voisins se permettent de développer des tels discours, c'est parce que tout simplement, ils savent qu'à un certain moment, notre armée a été une armée qui était sémée des traîtres, et tout en sachant que c'était une armée sémée des traîtres, une armée pratiquement fragilisée, c'est comme ça qu'ils peuvent se permettre de tels discours. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne va qu'appartenir au passé. S'il faut que nous puissions aussi nous baser sur quelques, je pense, balises historiques qui ont été relevées par Patient ici, qui est en fait, que je considère comme étant un marqueur essentiel. Il devait relever cela pour vous montrer ce qui peut pousser le Congo-Brazza aujourd'hui à abonder dans ce sens-là. Voilà, de vous ajouter une petite question. Lorsque vous voyez ces genres d'images, un ami que vous avez toujours considéré comme étant ami et frère, qui partise dans ce sens, on comprend bien que les intérêts priment au-dessus de toutes les relations, en diplomatie ou en relations internationales. Mais lorsque vous voyez ces genres d'accolades, ils sont en train de tringuer, ils sont en train de, en tout cas, laisser la coulée douce, de se moquer des morts congolais. Y a-t-il lieu aujourd'hui de revenir encore à la table, s'asseoir avec la même personne, parce qu'au nom de relations diplomatiques, on doit soigner les humeurs ou bien on doit conserver certaines relations? Je ne sais pas. Non, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse aussi de l'amalgame. Il ne faut pas qu'on fasse aussi de l'amalgame parce que ce qui est important pour nous d'abord, c'est de faire en sorte que, parce que le président de la République, lorsqu'il est venu, vous avez suivi vous-même les langages, il a appelé même Kagame comme étant son frère. C'est pour vous dire que ça reste des frères africains. Nous avons avec eux une longue frontière, avec presque tous ces pays ici. Hein? Nous avons une longue frontière avec le Congo-Brazza, c'est presque Kinshasa, vous comprenez? Ouais, donc nous avons intérêt à entretenir des bons rapports avec nos voisins, mais il n'en reste pas moins que nous puissions en un terme faire en sorte que notre armée soit davantage tonifiée, de telle sorte que même si nous pouvons entretenir des bonnes relations avec nos voisins, qu'ils ne puissent pas s'aviser, par exemple, de penser à nous attaquer, par exemple, à vouloir se mêler dans, s'immiscer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, au point de développer ces discours-là que j'ai suivis de la dame qui a parlé, je ne sais pas moi, des incompétents, des dirigeants qui sont incompétents. Alors que c'est comme si la dame là ne maîtrise même pas la situation qu'il y a dans la partie orientale de notre pays. Et c'est une flatteuse, tout simplement. Elle est en train de flatter elle est en train de flatter. Non, mais la dame est en train de flatter l'air marionnetiste qu'est la France, tout simplement. Ces discours-là plaît à la France. Sur le plan de fait, sur le plan factuel, la RDC est en difficulté. Son armée n'arrive pas à assurer la sécurité, ça il faut le reconnaître. Mais pourquoi vous parlez est-ce que vous savez pourquoi nous sommes dans cette situation actuellement? Nous savons parce qu'il y a eu quelqu'un qui a
travailler dans les sens de faire en sorte que cette armée-là soit fragilisée. Suivez mon regard, pour préserver tout simplement ses intérêts. Et si cela nous a plongé dans une situation compliquée. Non, qui sont compétents? C'est ça le problème. Faut parce que si vous faites, que chez eux, si d'une manière, quand ça tire chez eux, on réplique. Il y a une si d'une façon générique, vous dites bon, ils sont compétents. Vous voyez que là, on ne va pas faire de bons débats. Il faut circonscrire. Il faut dire par exemple, quand on touche, on essaye de toucher à 1 centimètre de Congo-Brazza, il y a une réponse musclée. C'est ce qui fait qu'ils sont respectés. Mon cher ami, le Congo-Brazza, tu ne peux pas comparer la superficie du Congo-Brazza à la superficie de la République démocratique du Congo. Et je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. S'il ne s'agissait que du Rwanda, de l'armée rwandaise seulement, on aurait déjà gagné cette guerre depuis très longtemps. Mais parce qu'il ne s'agit pas du Rwanda. C'est une situation très complexe. C'est un arbre à fête qui cache la forêt. Même si vous voyez le Congo-Brazza en train de développer ces discours-là, ce n'est pas une génération spontanée. Ils savent pourquoi ils développent ces discours-là. Ils développent ces discours-là parce qu'ils ont derrière eux des gens qui les soutiennent. Si en réalité, si nous voulons seulement prendre l'armée de la République démocratique du Congo face à l'armée du Congo-Brazza, ils vont tenir. Ils ont fait la guerre où? C'est ça. Le Congo-Brazza fait la guerre où ils se sont rentrés dedans entre eux. Merci. La guerre, le Congo-Brazzaville entre un autre pays, ils sauront résister à cela. Très bien. Ils sauront résister à cela. Maître Passy, vous étiez tout à l'heure en train de vous offusquer du fait que j'affirme que notre armée est en difficulté, ne sait pas assurer totalement la sécurité de notre pays. Pourtant, votre confrère vient ici de l'affirmer, que du fait que nous sommes infiltrés. Non, tu vas pas. Mais c'est ça. Non, nous avons une armée infiltrée. Ce qui fait qu'elle est fragilisée par le fait qu'il y a des infiltrés dans ses rangs qui ne permettent pas la montée en force, en puissance de cette armée. Voilà, vous savez, soulever un élément très important ici, le fait qu'on a levé cette mesure qui obligeait aux citoyens rwandais d'avoir un visa avant d'accéder au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, ils peuvent aller quand ils veulent, ils ont acheté des terrains et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si aujourd'hui un Rwandais veut se retrouver à Kinshasa, on sait comment ça va se passer, il y a des pirogues, des barques qui traversent, donc c'est devenu pratiquement un danger pour la RDC. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui comme mesure pour arrêter toutes ces suspicions pour que finalement les Congolais se sentent en sécurité? D'abord, je vous signale que face à leurs voisins. Connaissant le Rwanda, ceux qui vont aller acheter des parcelles là-bas, ce sont des Rwandais de l'identité de Kagame. Oui, c'est ça. Ils ont une mission bien définie. Par leur malintention expansionniste. Et puis, je me rends compte qu'ils commencent à se rendre compte que ce petit dictateur de Kigali, le déclin a sonné. Et que petit à petit, les uns se préparent à avoir de lopin de terre à gauche et à droite. Puisqu'ils savent qu'après Kagame, le Rwanda n'a aucune assurance d'être un pays stable. Je vous dis simplement que nous avons fermé nos frontières, etc. etc. Voici la difficulté dans laquelle le Rwanda de Kagame se trouve, au point qu'il a même un symposium international des LGBT. Pourquoi? Parce que quand ces gens-là viennent, ils déposent un peu le fiafio dans les activités, hôtels, bars, etc., taxis, ça fait circuler la monnaie. Et puis on ne peut pas... C'est des puissants lobbies, hein, les LGBT. Voilà, alors, on ne peut pas comparer un pays sous-continent comme le nôtre au Congo-Brazza sur le plan de la compétence. Sur le plan de la compétence. Ils pensent que nous sommes grands quand non, mais s'il vous plaît, si vous avez une petite parcelle, vous savez la maîtriser comparativement à celui qui a une grande concession, s'il vous plaît. Ce sont des principes naturels que Dieu a créés comme tels. C'est comme ça que celui qui a une grande concession, il peut y avoir dans sa concession même quelques oiseaux sauvages. Mais celui qui a une petite parcelle, déjà là où on est en train d'allumer les mbaboula, la chaleur monte, l'oiseau a difficile à pouvoir y être. Je rappelle que... Mais il y en a qui ont de grandes concessions, mais qui arrivent quand même à les maîtriser. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment? C'est ce que je dis. Ça veut dire toutes les grandes concessions que les autres possèdent n'ont pas 9 pays limitrophes comme voisins. C'est un enjeu géostratégique de taille que nous avons en tant que Congo. Qui est également un atout.
Mais tout à fait. C'est pour ça que le président de la République a toujours privilégié la politique de bon voisinage avec ses voisins. Il a toujours dit sans vergogne que quand bien même le régime rwandais est sanguinocratique et génocidaire, mais le Rwanda reste et demeure un pays frère. Et puis le terme frère que le président de la République a toujours utilisé, ce n'est pas un terme frère pour le plaisir de le faire, etc. Non. Le terme frère est une exigence de l'Union africaine. Au nom de la panafricanité ou du panafricanisme, les chefs d'État et de gouvernement se trouvent dans l'obligation de pouvoir s'appeler frère. Tshisekedi a appelé Macky Sall frère, ça n'a pas fait un problème. Tshisekedi va plus loin par respect, parce que c'est un enfant bien éduqué dans la rigueur zaïroise. Il appelle Sassou par maman, papa. J'en sais quelque chose depuis l'opposition. Mais c'est pour autant dire que depuis qu'il est devenu président de la République, il peut cesser au nom du panafricanisme appeler... Mais est-ce que cette bonne foi n'est pas... Mais s'il vous plaît, je vais en arriver. Par ceux qui, sinon, vous me prenez crescendo. J'étais en train de présenter une inquiétude tout à l'heure. J'ai dit, ça va faire bientôt 15 ans que je donne cours de législation de presse, éthique et déontologie journalistique. Mais je suis toujours mal à l'aise lorsque vous posez des questions à l'affirmative. Quand vous dites que l'armée congolaise est faible et l'État congolais est incapable... Non, mais est-ce que cela n'est pas prouvé sur le plan des faits? Non, mais ce sont les faits pour lesquels on vous demande d'utiliser le conditionnel. Non, mais nous avons aujourd'hui des forces étrangères qui sont venues à la rescousse de cette armée. Si l'armée était à mesure de sécuriser le pays... Vous savez l'état de droit dont on parle là? Est-ce qu'on aurait besoin de la force au début? Je vous dis que l'état de droit dont on parle... Tout fait qui porterait atteinte même à la bonne santé de l'armée peuvent faire sujet de procès en justice. C'est comme ça qu'au travers de vous, je voudrais m'adresser à tous les journalistes bien éduqués que lorsqu'il s'agit des questions de souveraineté, des questions sensibles, même des questions de simples individus, tant que vous n'avez pas mené des enquêtes authentiques, vaut mieux utiliser le conditionnel. Merci. J'ai dit tout à l'heure que... Je vais le faire pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Alors, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que le Congo-Brazza est en avance sur le plan de l'exploitation pétrolière par rapport à nous. Mais un litre à la pompe à Brazzaville coûte plus cher qu'à Kinshasa. Si nous étions un pays mal géré, comme l'a raconté cette fameuse dame, le ministre à Brazzaville. Ancienne ministre, ancienne ou nouvelle, écoute, moi je m'en tape. Mais je voudrais dire simplement que cette dame-là, est-ce qu'elle sait que le Congo décaisse au moins 400 millions de dollars l'an pour subventionner le domaine pétrolier afin d'éviter la flambée de prix? Puisque dans un pays sous-continent comme le nôtre, si le carburant monte, mais je vous informe que tout ce que nous mangeons et tout ce que nous consommons, etc., va monter de prix. Voilà la preuve de la différence entre un pays qui exploite et qui exporte le pétrole. Le carburant à la pompe est plus coûteux chez lui qu'un pays qui serait en train de se rechercher comme la RDC a su résoudre cela comme problème. Je vous signale que nous maintenons les relations diplomatiques de bon voisinage avec le Congo-Brazza. Je rappelle que la science définit la diplomatie par ma bouche, que la diplomatie est un monde fluide, multiforme et ambivalent. Vous comprenez? Ça voudrait dire nous comprenons ce qui se passe entre Kagame et Sassou. Nous comprenons finalement ce qui se passe entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Mais finalement, à notre niveau, ne pensez pas que nous sommes en train de dormir sous nos lauriers pour laisser couler les choses de cette manière-là. Voilà pourquoi j'ai demandé ce que nous devons faire pour imposer le respect à nos voisins. Le premier respect, c'est lequel? Je vous épargne une page historique en disant que même en 1960, ceux qui allaient planifier l'assassinat de Lumumba passaient par Brazzaville. Et c'est Philbert Youlou, un prêtre qui dirigeait le Congo-Brazza. Il prenait des avions pour descendre à Elisabethville, et planifier, et étudier tout ce qui reste. C'est pas important, mais au moment opportun, on va ouvrir la page de l'histoire. Mais retenez qu'entre nous et le Congo-Brazza, nous gardons de bonnes relations, des relations nuptiales. Je rappelle que le président Sassou a des enfants qui sont des mères zaïroises, etc. Alors, puisque vous parlez de qu'est-ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, c'est que nous faisons déjà. Nous avons un budget de 16 milliards, dans lequel 1 milliard de dollars ont été alloués à l'armée.
Pendant que je vous parle, Félix Tshisekedi a fait déverser d'ici fin du mois prochain, nous pourrons totaliser environ 60 000 hommes de troupes que nous allons faire entrer dans notre armée. Félix Tshisekedi dit lors de sa sortie médiatique dernière que devant la montée en puissance de notre armée, c'est-à-dire nous faisons déjà bien, l'armée est montée en puissance, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, un président de la République possède, comment on appelle, une tour de contrôle chez lui, il va suivre la guerre en temps utile, il entend et le bruit, même les retentissements, même la fuite des sinistrés. Ça veut dire, sur le plan de l'état gendarme, le Congo est en train de prendre son envol. Et puis c'est dans un domaine où on évite trop les publicitaires. On ne va pas sortir les Satan 1 et les Satan 2. Merci beaucoup. Pourquoi? Puisque cela fait partie... Mais je serais mal à l'aise puisque il y a une question importante tout à l'heure que vous avez posée à mon ami Freddy, à laquelle il a répondu. Mais je voulais ajouter un élément. Mais puisque vous me taraudez, j'ai l'impression de l'avoir oublié. Concluez par j'ai là. l'impression de l'avoir oublié. Vas-y. J'ai l'impression de l'avoir oublié. Je ne sais pas si vous pouvez m'en rappeler. En fait, je l'ai vu répondre de manière aisée sur cette question. Je voulais toujours me servir de ces propos comme tremplin afin de pouvoir enrichir ce qui se passe. Je dis que le Congo-Brazza est une démocrature. Mais le Zaïre que nous sommes une démocratie. Les discours insultants, les déplacements d'accent que font certains opposants ici chez nous au pays, vous ne pouvez pas aller le faire à Brazzaville. Très bien. Vous comprenez? Merci. Vous ne pouvez pas être dans un pays comme le Congo-Brazzaville qui organise les Jeux de la francophonie, mais un groupuscule d'opposants... Non, laissez-moi parler. Vous confondez Ils écrivent une lettre. RDC. J'ai dit, vous ne pouvez pas convoquer les Jeux de la francophonie chez vous à Brazzaville. Ah d'accord, merci, je comprends le comment. Et qu'un opposant brazzavillois, de par côté il soit-il, puisque certains sont sectaires marginaux, écrivez une lettre en disant nous allons organiser une marche. Mais déjà, pendant que vous êtes en train de rédiger votre lettre de postulat de la marche, la police politique brazzavilloise, merci beaucoup, elle vient vous happer et puis on vous achemine, je ne sais pas, de la prison qui est non loin de Maya merci, pour répondre jusqu'à ce que les Jeux de la francophonie vont prendre fin. Merci. Donc si Tshisekedi l'admet dans son pays, admettez que c'est puisque Tshisekedi est de maternité démocratique, il vient de la rue. Il ne vient pas des mouvements politico-militaires, il ne vient pas d'un coup d'État, il ne vient pas de tout ce qu'on raconte. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Maître Freddy Mwamba, Maître Passy ici en face de vous, vient de rappeler quelques faits historiques qui montrent que le Congo-Brazza a toujours considéré la bonne foi de la RDC comme de la naïveté. Parce que lorsqu'il parle de l'assassinat de Lumumba qui est passé par, dont les commanditaires ont utilisé le Congo-Brazzaville pour atteindre Kinshasa, on en sait quelque chose. Et puis lorsque nous regardons, ce que j'ai essayé de relever ici, très souvent, ce sont nos frères d'ici vivant à Brazzaville qui ont toujours subi un traitement un peu courtois. Un peu, donc, qu'on ne peut même pas accepter dans ces siècles présents. C'est que nous n'avons jamais osé faire au Congolais d'en face. Alors ici, la question est celle de savoir c'est que le Congo, l'attitude que le Congo doit avoir envers ses pays frères pour qu'il soit finalement respecté, parce qu'on a l'impression que sa bonne foi est prise pour de la naïveté. C'est quoi l'attitude à prendre? Bon, il y a que l'armée qui va forcer le respect de tous nos voisins, et je pense que Patient Ben est soulevé ici extrêmement clairement. Il y a des efforts qui sont... Allumez votre micro, apparemment. Il y a des efforts qui sont fournis dans le sens de faire en sorte que nos voisins puissent avoir un autre regard sur la République démocratique du Congo. Et le président de la République démocratique du Congo actuel, le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'est débattu pour ça. Et je pense que dans un délai le plus bref, parce qu'on ne peut pas chaque fois, tout ce qui s'est fait, comme le patient l'a dit, pour des raisons stratégiques, on ne peut pas tout dévoiler. Et considérer que des Congolais sont des naïfs, ou bien prendre le fait pour le Congolais d'être affable ou bien sociable,
que c'est des personnes naïves. Ça dépend de quel bord on se tient. Si on est du côté des ennemis de la République, on peut voir les choses de cette façon-là. Mais si on garde les deux pieds sur terre, je ne pense qu'on ne peut pas analyser les choses de cette façon-là. Ce qu'il faudra comprendre d'abord, c'est que parce que tu avais soulevé ici, lorsque tu étais en train de poser des questions à mon confrère et ami Patient, qu'il y a des pays qui sont vastes, comme la République démocratique du Congo, qui sont respectés. mais qui sont respectés. Ah non, ne vous en faites pas. Quel est le pays qui est vaste, qui est aussi respecté? Parce que si tu dis que nous ne sommes pas respectés, c'est probablement à cause de la guerre. Vous pensez que nous sommes incapables de nous défendre. Mais je vais te donner l'exemple de presque tous les pays africains, des pays africains qui sont vastes comme les nôtres, qui ont des richesses, mais qui ne sont pas tranquilles. Je te donne là, par exemple, un pays comme le Nigeria. Vous avez Boko Haram, qui est au Nigeria là-bas. On ne laisse pas le Nigeria tranquille, il y a Boko Haram. Vous allez me dire que l'armée nigériane est faible et que cette armée-là n'a pas les moyens nécessaires pour faire face à Boko Haram. Il faut comprendre, il n'y a pas que là-bas Boko Haram. Vous savez vous-même ce qui se passe au Sahel, à cause de l'or qu'il y a au Mali, par exemple, qui est de l'or de bonne qualité. Actuellement, l'or de bonne qualité, vous allez le trouver là-bas au Mali. Vous avez l'uranium au Niger. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe là-bas. Il y a pratiquement maintenant aujourd'hui un coup d'État. On comprend que les Russes et bien sûr les Occidentaux commencent aujourd'hui encore à vouloir se rentrer dedans à cause de leurs intérêts, à cause de l'uranium qu'il y a au Niger actuellement. Je peux te donner toute une panoplie d'exemples, même au Sénégal. Le Sénégal qui montre un peu un semblant de paix, qui montre que en Casamance, là-bas, il y a des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des rebelles casamancés au Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que c'est presque toute l'Afrique qui est déstabilisée. Donc, il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo où il y a des problèmes de sécurité. Dans beaucoup de pays africains où les Occidentaux peuvent trouver des intérêts, on s'arrange toujours pour créer une sorte d'insécurité. Merci. Pour faire en sorte que ces pays-là ne puissent pas se développer et prendre de l'envol. Voyez un pays comme le nôtre qui est une solution climatique, qui est la solution du monde. Si on nous laisse nous organiser, tu sais combien cela fera que la République démocratique du Congo soit un grand pays au cœur de l'Afrique. Merci. Que la République démocratique du Congo puisse jouer véritablement son rôle. Très bien. Hein? Alors, vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de bâtons qu'on nous met dans les roues pour ne pas nous permettre. Je pense que ce qui est important, c'est cette capacité de résilience, cette aptitude à développer une sorte de résilience qui est la nôtre, qui fera en sorte que nous puissions, en dépit de toutes les attaques ou bien de toutes les barrières ou de toutes les questions, en dépit de tout ce qui est fait de façon rédhibitoire pour nous empêcher d'aller de l'avant, si nous prenons conscience et nous continuons à nous souder. Il a évoqué une question très importante ici. Avez-vous déjà vu dans un État comme par exemple au Congo-Brazza où pratiquement l'opposition est bâillonnée, avez-vous déjà vu un pays comme celui-là accepter pendant la période de la francophonie, encore que nous avons organisé la francophonie dans un contexte qui est un contexte alambiqué, avez-vous déjà vu un pays, parce que ce que nous faisons aujourd'hui en République démocratique du Congo avec l'organisation de ces Jeux, merci beaucoup, rabat les caquets à tous ceux qui sont contre la République démocratique du Congo. Ça cloue les bêtes de tous ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre un pays qui est, en fait confronté à une guerre comme la nôtre, arriver à développer une résilience au point d'organiser les Jeux de la francophonie. Merci beaucoup. Donc, c'est pas une moindre des choses. Passy, placez un mot pour qu'on en finisse avec ce sujet. Je dis que le Congo n'est pas naïf. Congo est scammer, comme disent les anglo-saxons. Sous Fachi, le Congo est de retour. Il rentre dans beaucoup de domaines jour après jour. Je vous informe que Kagame n'avait pas intérêt à avoir de l'open de terre à Brazzaville sous le régime d'hier. Pourquoi? Puisque le régime d'hier était un régime rwandocratique. Le pouvoir de Kinshasa était une extension de Kigali. Ce n'est secret pour personne. Je voulu le dire à Indiaï s'il était là. Alors je dis qu'en ce jour, il s'agit d'un digne fils du pays qui conduit les méandres. Il ne faut pas non plus présenter
le Zaïre comme un pays qui n'a point connu de stabilité. C'est la RDC maintenant. Oui, mais Congo, Zaïre. Parce que nous parlons, excusez-moi, nous parlons de Congo-Brazza, donc c'est bien de. Nous parlons pour essayer de distinguer, puisque déjà ceux qui nous suivent dans la diaspora, quand on parle zaïrois, ils savent qu'il s'agit de Congo démocratique, et quand on parle du Congo, ils savent que c'est Brazzaville. C'est une manière de distinguer les choses, puisque ce fleuve-là, lorsque nous avons été élèves, s'appelait fleuve Zaïre. Et même chez eux là-bas, ils l'appelaient aussi fleuve Zaïre. Et donc tu comprends que la stabilité. Eux alors. Oui, mais écoute, le fleuve est le nôtre. Il tire sa source à Changalé, là-bas, dans les Hauts-Katanga. Ils partagent les deux pays. Hein. Non, mais ils partagent les deux pays à ce niveau ici. Mais il vient de loin. Il vient d'un climat tropical sec. Ouais, on comprend que... Bien, voilà. Donc, je dois en être fier, puisque le fleuve Zaïre est le premier symbole de l'unité nationale de notre pays. Ce n'est que vers l'embouchure que nous faisons frontière avec le Congo-Brazzaville. Alors, je disais que ce pays a connu une stabilité à une certaine époque. On ne doit pas se leurrer. On ne doit pas se les cacher. On a connu une stabilité au plus fort du régime mobussien. Et tous ces pays trouvaient en nous un protecteur. Nous avons été un État gendarme. Et avec Fachi, c'est cet État gendarme que nous voulons reprendre et récupérer. Très bien. Alors, je disais que c'est vrai que cette rencontre dont vous avez présenté les images est effectivement une rencontre entre une autorité démocraturale et une autorité dictatoriale. Donc, il est tout à fait normal que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Merci beaucoup. Alors maintenant, s'il vous plaît, concluez, vous m'avez dit de conclure. J'ai dit tout de suite que les choses sont en train de revenir à la normale. Merci. Dans l'histoire de ce pays. J'ai dit qu'on ne peut pas établir une étude comparative entre un pays de 3 millions d'habitants et celui de 150 millions d'habitants. Très bien, vous l'avez déjà dit, merci beaucoup. D'ailleurs, pendant que mon ami Freddy parlait des pays africains qui ont volume, etc., n'oubliez pas que le Congo était 3e en Afrique après le Soudan. Mais le Soudan est scindé en deux. Il y a un Soudan, c'est pas musulman, un Soudan chrétien. Très bien. Et le Soudan chrétien fait partie de nos associations d'Afrique centrale. L'Algérie, dont je vous parle, qui est en conflit avec le Maroc en ce jour, avec rupture diplomatique, est plus grand en termes de superficie que la RDC. Mais je vous signale que la plus grande partie de l'Algérie est désertique. Mais nous, même Biden respire l'atmosphère. Travailler par la magie divine dans la forêt. Merci beaucoup, Maître Passimbayo. Nous allons parler de la situation des droits de l'homme en RDC. À quelques mois des élections, les ONG des droits de l'homme sonnent une sonnette d'alarme. Ils sont préoccupés par différentes interpellations, différentes détentions qui, pour eux, la plupart sont illégales. Il y a des cas, ils ont énuméré plusieurs. Vous pouvez énumérer. Voilà, il y a ceux qui sont détenus à l'ANER. Il y a Maître Kumbalani Batindie Eti, avocat au barreau de l'Ituri. Il y a Monsieur Massamba Makandi Shadrach, qui a été arrêté en date du 30 mai 2023 pour des faits civils résultant de la non-application d'un protocole d'accord conclu avec son débiteur en date du 30 juillet 2022 devant le parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, puis acheminé mano militari à l'ANER, où il a été détenu en violation de ses droits fondamentaux. Il y a également M. Lokanga Omekenge Albert, enlevé en date du 28 avril 2023. Il y a monsieur... dans quelle ville? C'est ici à Kinshasa, Gombe. Il a été arrêté, enlevé ici et acheminé vers une destination inconnue jusqu'à ce jour. Donc lui, il n'est pas... On ne sait pas où il se trouve. Il y a monsieur Lutonesha Kwitunga Tony, arrivé à Kinshasa en provenance de Goma pour recouvrer ses créances auprès du ministre de la Défense nationale.
Il est porté disparu depuis le 26 janvier de cette année. Alors, les cas sont légion ici. Il y a plusieurs cas qu'ils ont répertoriés et présentés à l'autorité pour que, à l'approche des élections, qu'on puisse quand même décrisper la situation, qu'on puisse trouver une solution, parce que ceci accentue la méfiance et porte à croire que le régime est en train de travailler afin de restreindre l'espace d'expression. Oui, mais dans ce communiqué, si on parle du régime, je considère cela comme un déplacement. Oui, parce qu'ils ont parlé également des cas de Salomon. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment une trentaine de personnes qui sont citées. D'abord, je témoigne de solidarité à tous les avocats qui ont été arrêtés. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Je ne connais pas non plus les causes de leurs arrestations. Mais d'abord, de par notre diapason, nous faisons partie d'un seul corps. Je leur témoigne tous mes sentiments de confraternité et je voudrais que la lumière soit faite afin qu'ils recouvrent soit leur liberté, soit qu'ils comparaissent en justice si jamais ils ont été réellement coupables. C'est aussi ça, l'état de droit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Il y a même des journalistes ici. J'ai vu Bifor Bisselele être arrêté. J'ai vu Bifor Bisselele être arrêté, acheminé ça et là, comparaître au parquet, etc., etc. Il était à cette époque-là conseiller privé du chef de l'État. Je n'ai pas vu la Maison de droits de l'homme sortir un communiqué. Ils en ont parlé également dans ces On y va, mais est-ce qu'il est en liberté? Mais pourquoi quand il est en liberté, ils ne font pas un communiqué de remerciement populaire? Et là, ils ont parlé de sa dignité qui a été... ces vidéos intimes qui ont été mises à la place. Non, mais écoute, mais est-ce qu'ils connaissent par l'ANER est-ce qu'ils connaissent l'origine de ces vidéos? Qui était en possession de ces appareils. Non, mais s'il vous plaît, on y va lentement. Est-ce qu'ils connaissent l'origine de ces vidéos? Ça, c'est un élément. Donc, avant de faire débat, ils doivent aussi mener des enquêtes. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse éviter une maison de droits de l'homme qui fait de la péroraison. Non, mais l'origine ou pas, mais ces vidéos étaient dans le téléphone. Je parle de l'origine. D'abord. Pour fonder l'infraction, il faut trouver d'où sont venues ces vidéos-là. De son téléphone qui était entre le mains des... Je parle de l'infraction de la publication, puisque publier des sextapes, des images, je ne sais pas, proxénétiques, etc., ça constitue une infraction chez nous. Dans notre code pénal congolais, livre 2. Puisque eux, en tant que maison de droits de l'homme, déjà quand on met droit, ça veut dire qu'ils doivent avoir un procédurier là-dedans, ils doivent avoir quelqu'un qui connaît le droit pénal, avant de dire, mais c'est qui a publié ces vidéos-là? Tous sur ce plateau, nous les avons vus circuler dans les réseaux sociaux. Donc il ne faudra pas que l'on puisse y aller de manière, je ne sais pas, à la sauvette ou en liminaire sans sonder les profondeurs. Vous parlez de Salomon Kalonda, mais les services en ont fait une communication. On ne veut pas par moment que les gens jouent à la politique des discours par procuration. Salomon a ses avocats. L'avocat est un activiste de droits de l'homme par excellence. Ça veut dire les avocats, ils ont fait déjà des communiqués à leur manière. On comprend que c'est pour défendre leurs clients, c'est leur droit. Pour autant qu'ils naviguent pas non plus à contre-courant. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, est-ce qu'il est dit que dans un État qui se veut État de droit, il y a prohibition de pouvoir arrêter les individus, sinon jetons cette constitution à la poubelle. Jetons cette constitution à la poubelle. Puisque vous parlez des journalistes ici, mais je tiens à te signaler que, surtout le journalisme citoyen que je vois à la quinoise ici, mais il est tous les jours de la vie infractionnelle. C'est n'importe qui tient une émission sur son téléphone, n'importe qui a une petite machine, il tient une émission, dans laquelle ils affirment même des choses sans avoir de preuves. Et quand on les convoque en justice, c'est devenu une violation de question de droits de l'homme. Non, mais il a été arrêté dans l'exercice de son travail. Non. Puis il est à la DEMIAP. Quand on dit l'exercice de son travail, il n'est pas privilégié des juridictions, il n'est pas couvert des immunités. Il n'y a que ceux-là qui sont dans les immunités, dans les privilèges des juridictions, qui sont un peu comme nous les avocats sous le privilège de poursuite. Dans l'exercice de fonctions, on ne peut pas vous arrêter. Et c'est pour autant qu'on doit le détenir à la DEMIAP. Vous dites ça, le problème, il est détenu à la DEMIAP. Sans procès, c'est ça l'inquiétude. Vous parlez de qui? Le journaliste dont vous parlez ici. Oui, mais écoutez, j'ai vu dans la radio Okapi, j'ai vu dans cette ville un journaliste dire que les chefs d'état-major et son adjoint se sont battus dans leur bureau puisqu'ils devaient se disputer
de l'argent. Mais dites-moi un mot à propos. Et vous pensez que ces journalistes-là, quand ils lâchent des propos pareils, eux ont droit de citer et que l'état de droit veut dire que... C'est comme ça que j'ai... Est-ce qu'il n'a pas droit à un procès? On doit les détenir. Mais le procès, il est processuel, mon cher ami. Le procès ne tombe pas du ciel comme de la manne. Même en matière de flagrance, il passe par quelque part. Vous êtes juriste, vous êtes Mais avocat. je vous parle déjà droit pendant que je vous parle là. Lorsque le je vous délai parle droit. est largement dépassé, qui n'est pas présenté devant son juge je dis que je vous parle droit il n'y a pendant pas lieu que... qu'on s'inquiète. Je parle droit pendant que je parle. Okay. Même en matière de flagrance, le procès commence par le parquet et le parquet achemine l'affaire. Mais lui, il est à la DEMIAP. Vous comprenez? Alors, la DEMIAP, puisque vous en parlez en tant que service, je sais pas, des renseignements militaires, mais il y a des OPJ. Il y a des OPJ là-bas, vous comprenez, qui ont droit de détenir quelqu'un pendant 48 heures. À défaut, ils n'ont que deux possibilités. Trois possibilités. Soit le libérer, voilà. Soit l'acheminer devant son magistrat naturel, soit ils peuvent solliciter une prorogation d'enquête auprès du parquet. Et donc, il est détenu on n'a pas de précision. Il est détenu depuis le 28 juin. Oui, mais si le parquet proroge la détention pour raison d'enquête, moi je ne veux pas entrer dans les débats sur des choses dont je n'ai pas de preuves. J'imagine que même ceux de droits de l'homme qui ont publié, puisque ce ne sont pas toutes les maisons de droits de l'homme, il faut toujours dire que dans notre pays, la société civile est plurielle. Il y a une qui est pro-régime, une autre est anti-régime, une autre est résiduelle. Donc je voudrais dire que moi, je n'ai pas de précision de ce qui se passe là. Je dis que le mal reste mal même s'il est commis par le pape. Mais de toute évidence, ne faites pas de la spéculation. Pourquoi? Non, mais on est sous les faits ici. Non, vous pouvez aussi vous comporter en journaliste d'investigation. Vous arrivez là-bas, mais il est détenu pendant, c'est pas 60 jours. Nous devons savoir pourquoi. S'ils vous brandissent un acte prorogatoire du parquet, ok, rentrez, dites-le à l'opinion. C'est un journaliste qui a été arrêté avec 8 avocats et 3 membres d'une famille. Ça, ce sont des faits. Mais ça, ce sont des ils sont faits. Jusqu'aujourd'hui à la C'est là que j'ai dit. Ça, ce sont des faits que l'on présente. Moi, je veux savoir pourquoi nos compatriotes là ont été arrêtés dans les conditions décriées par la Maison des droits de l'homme. C'est comme ça qu'une Maison des droits de l'homme et journaliste d'investigation que vous êtes, mais descendez sur terrain. Descendez sur le terrain. J'ai vu le suspect dans l'affaire d'assassinat de notre compatriote Okende. Concluez, on doit... Échanger avec chaque journaliste qui dit, mais moi j'ai parlé avec lui, moi aussi j'ai parlé avec lui. Mais finalement, vous journalistes, vous avez aussi cette capacité de pouvoir entrer là-dedans. Donc, la question des droits de l'homme se comporte bien. Quand je dis bien, ça ne se comporte pas de manière angélique. C'est comparativement au régime passé. Je vous ai dit que la beauté du régime Tshisekedi, c'est que l'on ne peut le juger qu'en le comparant à ses prédécesseurs. Donc le droit de l'homme sous Kabila, le droit de l'homme sous Mobutu, le droit de l'homme sous Mouzé, comparativement au régime Tshisekedi, eh bien Tshisekedi est dans de bons draps. Dans la mesure où, mon cher ami, sous Tshisekedi, il n'y a pas encore eu génocide. Sous Tshisekedi, des militants n'ont pas flotté dans le fleuve. Il n'y a pas de fosse commune. Non, je suis en train de vous rappeler les faits. Je vous dis que le Bundu dia Congo sous Félix Tshisekedi se sont soulevés contre lui, au point que Mwandanse me disait, petit Tshisekedi, vous avez appris que nous avons réduit en sang les maquettes de Bundu dia Congo, comme ça s'est fait sous Kabila 1, 2, 3 et 4. Merci, Maître Passy. Maître Freddy Mwamba, les ONG des droits de l'homme pensent que pour décrisper le climat politique, s'il vous plaît, il présente des cas emblématiques ici. Il y a Salomon Kalonda. J'aimerais qu'on soit précis, parce que si tu dis les ONG, là je ne saurais pas répondre. Je vous les cite. Il s'agit de quelle ONG? Il y a la CAGE, ok? C'est la CAGE. Le communiqué a été produit par quel organisme de droits de l'homme? Il y a des avocats qui ont signé, ou les responsables des ONG. Il y a Maître Georges Kapiamba de la CAGE, Maître Chiswaka Masoka Hubert de l'URDH, bon, je ne sais pas si ça veut dire quoi, mais quand même. Institut de recherche en droits de l'homme. On a cité ici plusieurs organisations des droits de l'homme qui ont répertorié ces cas. Et pour eux, ils ont adressé une correspondance au président de la CNDH. Ils ont estimé que pour que ces élections aient eu lieu dans un climat apaisé, il faut commencer d'abord par libérer les cas emblématiques qu'ils ont présentés comme Salomon Kalonda. Pourquoi ils appellent emblématiques? Voilà. Déjà, c'est tendancieux. Ce sont des politiques. Non, ce sont des politiques. Et puis, dans leur suite, ils ont essayé de présenter ces gens qui sont détenus, soit à l'ANER ou à la DEMIAP, sans un procès.
ils estiment que ceci peut jeter un discrédit sur ces processus parce qu'on ne comprend pas que des individus, que des concitoyens soient détenus aussi longtemps pendant plus de 60 jours. Mais le processus, c'est un autre domaine. Le droit de l'homme en est un autre. Pourquoi d'abord commencer par faire les liens entre des faits, parce que je n'ai pas la maîtrise des faits que toutes ces personnes ont perpétrés, et de là, directement, de manière hâtive, à faire, n'est-ce pas, un lien entre les faits qui ont été commis par ces gens-là, et que je ne connais pas pratiquement, c'est des compatriotes, avec, n'est-ce pas, les processus électoraux. Je considère cela comme étant... leur inquiétude n'est pas sur les faits. Non, mais parce que vous venez de dire mais ici le problème, que pour que nous puissions avoir des élections lénifiantes, oui, parce il faut qu'à l'approche d'élections, il y a toujours une tension. Mais lorsqu'on se rend encore compte qu'il y a des cas, des personnes qui se retrouvent en détention sans procès, eux ne sont pas sur les faits. Mais ils ont besoin que ces gens soient au moins jugés, présentés devant leur juge naturel. Pourquoi est-ce qu'ils restent longtemps, soit à la DEMIAP ou à l'ANER, sans être jugés? C'est ça leur inquiétude. Non, moi aussi je pense que, Patient l'a relevé ici, il était important que tu mènes aussi des investigations dans les sens de savoir les cas de chaque compatriote qui a des ennuis judiciaires. À ce moment-là, on pouvait bien débattre. Comme j'ignore les faits qui sont reprochés, peut-être qu'ils ont eu à commettre des faits infractionnels. D'abord, j'aimerais, pour le journaliste, dire quelque chose. Tu sais qu'il y a ce qu'on appelle la clause de conscience dans le journalisme. C'est quand même important, la clause de conscience aussi. Tu peux avoir une information, tu ne peux pas prendre cette information et la balancer comme ça. C'est mieux d'abord de vérifier, d'avoir aussi, de voir si la source, votre source est aussi fiable. Tout ça, c'est une gymnastique qui est quand même importante pour le journaliste avant de diffuser une information. Vous êtes tous juristes, vous êtes des avocats. Le problème ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont restés longtemps sans être présentés devant leur juge. C'est ce qui suscite cette inquiétude. Ils sont restés longtemps, ils ont fait combien de temps? Lui-même, je pense que la réponse vous a été donnée par Patient ici. Je peux ajouter un élément. D'ailleurs, moi, j'ai dit bravo Fachi, puisque sous son régime, les ONG de droits de l'homme publient avec ou sans investigation, mais les gens circulent librement. Je te signale que l'IRDH, vous parlez de Hubert Tsouaka, vous parlez de Georges Kapiamba pour la cage, mais je te signale que je suis en relation de confraternité avec eux, ce sont mes aînés, nous partageons le même barreau. Et il y a également... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez la culture d'embrouiller quand on a couché la vérité? Non, je vous embrouille pas. Ils sont tous avocats. Je te signale qu'ils sont tous... cités. Non, ils sont tous avocats. Dernièrement, à Lubumbashi, quelques militants d'ensemble devant leur siège ont commencé à caillasser des véhicules de passants. Et le ministre de l'Intérieur provincial, Éric Mouta, est descendu sur place. On a mis la main sur certains militants. On les a cheminés au parquet. Ils sont en train de passer en flagrance. Maître Hubert Tsouaka est avocat de ces militants d'ensemble qui ont été arrêtés. J'imagine, puisqu'ils sont avocats. J'imagine, puisqu'ils sont avocats. Mais ils peuvent facilement... Ils peuvent prendre le parti de leurs clients. Partir de ces gens-là. Ça, c'est vrai. Ils peuvent aller occuper pour les journalistes. Ils peuvent aller occuper... On y va plus loin, on y va plus loin. Vous parlez d'Akage. Je vois mon aîné, mon vieux Georges Kapiamba. Je te signale que lui et moi avons été avocats de Moïse Katumbi. Lorsque Kabila cherchait à le cribler comme du blé, Kabila est encore au pouvoir. Ça veut dire que lui aussi, en tant qu'avocat, qu'il active les avocats qui sont dans la cage, qu'ils aillent s'imprégner de la situation. Notre problème, c'est que l'affaire soit tirée au clair pour tous ces cas-là. Mais je te signale aussi que sous Kabila, Maître Hubert Tsouaka et Maître Georges Kapiamba, tous ont fait la prison comme activiste de droits de l'homme. Mais sous Félix Tshisekedi, ils peuvent même les critiquer, mais demain on se retrouve autour d'une table en train de prendre un café. Nous espérons qu'il y aura une suite par rapport à ceci. Non, d'abord... mais la suite, nous proposons aussi d'autres pistes. Parce que le ministre Fabrice Pouela est un autre confrère. Est un autre confrère. Il n'a jamais fermé ses portes. Fabrice Pouela est dans l'histoire
de ce pays, ministre des droits humains, qui a fait la ronde des prisons. Et partout où il allait, tous ceux qui ont été détenus en détention ou qui avaient déjà écopé leur peine et qu'ils étaient au-delà de la peine, mais je vous informe, Fabrice Pouela, aux côtés de Madame ministre de la Justice, ont donné l'ordre à ce que ces gens-là soient libérés. Donc, les portes du ministère de Fabrice Pouela sont ouvertes. Il y a déjà une démarche. etc. On a vu le président de la CNDH aller visiter, il s'est entretenu avec Jean-Marc Kabound, Salomon Kalonda, Mike Moukeba et tant d'autres qui sont en détention. Donc on estime qu'il y aura une suite par rapport à ceci. Non, je te signale aussi que quand le droit de l'homme vous visite en prison, il n'est pas dit que, puisque c'est le droit de l'homme qui vous visite en prison, automatiquement vous êtes innocenté. Non, c'est lui qui est innocente, c'est le pouvoir judiciaire. Le droit de l'homme va se rendre compte des conditions de détention, voir si l'habeas corpus est respecté. Il ne faudra pas non plus faire de l'amalgame. C'est comme ça que je comprends qu'il y a aussi un problème dans le journalisme. On n'a pas parlé d'innocenté. Moi, j'insiste sur le procès. Je vous vois venir. Sur le procès. Il y en a pour la plupart qui ne sont jamais été devant leur juge. C'est ça l'inquiétude des ONG qui se sont prononcées ici. C'est là que je dis. Ouais. Je vous ai dit que le procès, il ne se fait pas par un coup de bâton magique. Le procès est processuel. Le procès est procédural. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces maisons de droits de l'homme dont tu parles là, puisque je les ai vues aussi à nos côtés quand nous étions dans l'opposition. Mais il faut dire qu'ils sont tous avocats. La loi ne leur interdit pas de s'en taper tel client en difficulté, telle histoire en difficulté. Comme ça, ils vont accéder à la vérité et sortir l'opinion de la spéculation. Merci. Nous allons prendre le jeu de la francophonie, placer un mot par rapport à l'organisation. Cet événement, en tout cas, c'est depuis plusieurs années que la RDC n'a pas organisé ce genre d'événement. On voit aujourd'hui un événement qui va vraiment mettre de la lumière sur la RDC. Mais par rapport à l'organisation, la secrétaire générale de la francophonie, Mushiki Wabo, n'a pas été invitée. Selon le chef de la diplomatie congolaise, on n'invite pas l'organisateur. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est fait exprès à cause de nos relations tendues avec le Rwanda ou c'est carrément un sabotage de sa part? Parce qu'elle aussi a dit non, elle a mieux à faire ailleurs que venir au Congo. Cher Morgan, j'aimerais quand même inférer sur cette question-là des droits de l'homme. Il faut dire que depuis que le président Félix est là, il y a quand même des avancées notables en matière de droits de l'homme. Vous avez qu'à lire même les rapports de tous ces différents ONG. Même en international, si ces différentes ONG etc. sont sincères, sont de bons comptes, si ces différentes ONG sont de bons comptes, elles vous diront qu'il y a une très grande différence, il y a des avancées sur le plan des droits de l'homme. Voilà. Mais de là à considérer que non, parce qu'il y a quelques cas ou bien quelques dérives que nous fustigeons par ailleurs, si dérives il y a, bien entendu. Parce que c'est des dossiers que tu nous as amenés comme ça, que tu nous as brandis. Nous n'avons pas vérifié l'information. Voilà. Si dérive il y a, moi je pense que nous sommes en train de fustiger toutes ces dérives parce que le président de la République, lors de sa dernière sortie médiatique, le président de la République a aussi en fait dénoncé un certain nombre d'états qu'il y a au sein de l'appareil judiciaire. Voilà. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait pour faire en sorte que tous ces magistrats-là soient expurgés de l'appareil judiciaire qui soit sanctionné. Et la chambre disciplinaire a été réactivée. La tête de la francophonie n'est pas consentante, en fait. Non, mais pourquoi vous tenez des discours à l'affirmative? Moi, je suis mal à l'aise. Les faits sont là. Moi, je présente les faits. S'il vous plaît, la francophonie est une organisation internationale qui est chapeautée a priori par un secrétaire général, secondé par secrétaire général adjoint chargé de ceci, secrétaire général adjoint chargé de cela. Patrick Mouyaya a apporté sa réponse hier lors du point de presse. Mais je voudrais répondre de deux manières, en tant que citoyen et puis en tant qu'État. Mais en tant que citoyen, je m'en fous que cette Mushiki Wabo ne vienne pas. Vous savez pourquoi? Cette Mushiki Wabo, d'ailleurs, moi je parle mieux français que elle. Son pays n'est plus francophone. C'est le cas de le dire. Constant Moutamba a essayé de le dire à un diplomate français devant leur ambassade. Cette Mushiki Wabo a pris position
tout en étant secrétaire général de l'OIF, contre le Congo sur la question de l'agression reconnue par l'ONU, en violation de la charte de l'OIF. Et vous pensez que cette personne-là serait crédible pour venir ici? On allait lui retourner la monnaie de sa pièce en tant que citoyen congolais. Merci beaucoup. J'ai parlé en tant que citoyen, mais je voudrais parler maintenant en tant que politique. En tant que politique. Je parle en tant que politique. Ouais. Je dis que chaque pays, sa renommée, sa grandeur est aussi liée à la gestion des événements. Très bien. Aujourd'hui, quand je suis le documentaire de Foreman, devenu évangéliste, il dit que c'est ma chute contre Mohamed Ali en 74, lors du combat du siècle au Zaïre, qui m'a rendu dans les stupéfiants, qui m'a renvoyé dans les stupéfiants. Il fallait des années après pour que je puisse me réveiller. Je m'étais senti mort. Ça rejoint un peu, disait Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve aux Zaïre. Et donc, ce jeu de la francophonie sont événementiels. Moi, j'ai dit que après la francophonie, il y a l'émergence sportive de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on va bénéficier nous avons de la logistique, nous avons des infras qui nous ont manqué. Hier, je vous informe qu'on était en chute sur le plan du basketball et je me dis que le Congo va grimper sur cette question. Merci je vous signale que lors de l'inauguration, je vais vous chercher un bracelet ticket pour entrer. Merci pour... La francophonie est représentée par Madame Zeina et quelque chose comme ça. Donc, la francophonie en tant qu'institution, il ne faudra pas considérer ceux qui dirigent la francophonie comme des présidents de la République. Non. La voix de Mushikiwabo a été négociée à Kinshasa ici, sous Kabila. Et donc si Mushikiwabo est là, c'est entre autres... C'est l'occasion pour la RDC. C'est entre autres par la voix. Pour avoir la tête de la francophonie parce que nous sommes l'un des plus grands pays. D'ailleurs, tu parles mieux français que Mushikiwabo. Écoutez, qu'est-ce que tu veux? Le Rwanda est anglophone, on ne comprend pas comment est-ce que ça a été boutiqué pour qu'on en arrive là. Mais Maître Freddy Mwamba, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de penser, occuper aussi la tête de cette grande institution qui a une influence, parce que nous avons également une influence. Nous avons prouvé que sur le plan organisationnel, nous pouvons mieux faire les choses. Non, nous n'allons pas chercher à occuper la tête de la francophonie parce que tout simplement Mushikiwabo a choisi de ne pas venir en République démocratique du Congo. Non, c'est pas parce que là, elle a choisi d'aller ailleurs. Au moment venu, je pense que... nous venons de faire de au moment venu, je pense que nous allons faire de notre mieux pour être à la tête, n'est-ce pas, de cette... institution francophone. Mais ce que j'aimerais aussi soulever, c'est que la dame là a usé d'une sorte de fourberie, tout simplement. Parce qu'elle sait que elle fait partie des gens qui organisent des jeux de la francophonie. Si elle ne veut pas venir en République démocratique du Congo, est là, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Tu ne peux pas te poser la question de savoir quelqu'un qu'on n'a pas invité, mais comment elle s'est fait représenter. Par quel mécanisme la dame Zaina qu'on a citée ici est venue en République démocratique du Congo. On a interdit à la dame de fouler son pied ici en République, de fouler ses pieds en République démocratique du Congo. Et ce qu'il faut reconnaître, cher Morgan, c'est que les Rwandais voulaient récupérer avec une vélocité sidérale l'organisation de la francophonie. Pourquoi? On disait qu'il y avait un quelconque retard et qu'on doutait de l'organisation de la francophonie en République démocratique du Congo, les pays qui étaient prêts à pouvoir récupérer cette organisation, c'était le Rwanda. Toi, tu penses que si on organise ces jeux ici, les Rwandais seront contents de voir que la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un discours qu'on commence à développer pour dire qu'à l'Est, on plaire, mais comment là-bas, on est en train de fêter à Kinshasa. Mais ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. Bien au contraire, ton ennemi, s'il voit qu'en dépit de ce qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour que tu n'ailles pas de l'avant, s'il constate que tu développes une sorte de résilience, il ne peut pas être content. C'est aussi une arme fatale, c'est même une arme fatale. Parce que qui pourrait imaginer qu'avec tous les problèmes que nous connaissons dans ces pays, on pouvait se dépenser au point d'organiser ces jeux ici. Donc c'est pour vous dire combien le président de la République est vraiment extraordinaire. Moi je trouve que c'est quand même... C'est pratiquement comme un ovni. Je me dis comment il a fait pour y parvenir. Parce qu'il faut en même temps mettre le moyen pour restaurer la sécurité dans le territoire de notre pays et au même moment faire en sorte que nous puissions organiser ces jeux. Maître Passy, cadre de l'UDPS, merci d'être passé. Plaisir. Merci à vous, Maître Freddy Mwamba, merci, cadre de la FDC de Modeste Bahati. Bien sûr. Qui séjourne au moment où je suis en train de parler dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Alors, encore une fois de plus, à Walungu nos excuses à nos téléspectateurs qui ont remarqué que sur ces plateaux, on a deux
deux invités d'un même camp politique parce que leurs co-débatteurs n'ont pas tout simplement voulu être là pour des raisons qui sont personnelles. Voilà. Merci. Donc voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous disons que le jeu de la francophonie, les go sera donné demain déjà. Chapeau bas à cette équipe qui a montré jusqu'ici qu'on peut. En dépit de tout, hein, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de critiques, ceci n'aura pas lieu, il y a feu et il y a incendie quelque part et tout. Mais au finish, on s'est rendu compte que la RDC va organiser et de la plus belle manière. Je crois que ça sera l'une des meilleures éditions, hein, parce qu'à voir comment est-ce que les choses se passent, on a foi que les choses seront bien faites. À vous tous, je vous retrouve demain à la même heure, mais avec d'autres invités. Au revoir.